C'est une effroyable contradiction, un immense paradoxe que de voir l'Amérique réaliser toutes ces expérimentations extrêmement dangereuses juste à l'après-guerre. Et ceci alors même que c'est nous qui avons traîné devant les tribunaux de Nuremberg les docteurs nazis en 1946 et en 1947. Nous, pas les Français, pas les Anglais, pas les Russes, mais nous, les Américains. On a traîné ces 23 docteurs et responsables administratifs en justice. On les a sermonnés, harangués. On leur a donné des leçons sur la façon de faire de la recherche médicale. Et au moment où se tenait le procès de ces médecins nazis, nos propres médecins, au Guatemala, injectaient la syphilis à plein de gens dans ce pays. Au même moment, on injectait des patients dans nos hôpitaux avec du plutonium ou d'autres formes d'irradiation. Donc ce n'est pas déplacé de dire que tout ceci n'était qu'une farce, un grand jeu de propagande. Qu'importe, car la morale, les Américains la placent bien en dessous de l'intérêt de la nation. 3, 2, 1... Fire. Et au sortir de la guerre, la priorité absolue, c'est le nucléaire. À la manette, l'armée US. Dès 1946, des tests sont menés à grande échelle, notamment sur l'atoll de Bikini. Pour constater les effets de la radioactivité, on utilise des militaires. On fait exploser des bombes, puis on leur demande d'aller nettoyer des dégâts ou d'éteindre les incendies. Lincoln Groves fut l'un des 250 000 à 500 000 soldats irradiés lors de ces essais nucléaires. Il avait alors 22 ans. Ça, c'est l'USS Newark. C'était le bateau sur lequel je me trouvais, l'ATR-40. Et ce qu'il y a de plus stupide dans tout ça, c'est qu'on était supposé nettoyer les effets des irradiations et on utilisait de l'eau qui avait elle-même été irradiée. C'est tout ce qu'on avait, cette eau irradiée. Avant d'être envoyé à Bikini, on devait tous signer des contrats, qui étaient ni plus ni moins un serment de secret, afin qu'on ne dise à personne ce qu'on avait vu ou entendu pendant notre mission. Les soldats sont des cobayes parfaits. Ils sont disciplinés et ne connaissent rien aux risques encourus. On n'avait absolument aucune protection de quelque sorte. J'étais vêtu des mêmes fripes que je portais tous les jours. Et je portais toujours les mêmes le jour où j'ai quitté la marine. Le nucléaire, c'est invisible. Sans goût, sans odeur, sans bruit. C'est donc difficile de convaincre les gens qu'il y a un lien entre tout ça, et même qu'on a été irradié. Et en plus de tout ça, les cellules infectées ne s'arrêtent jamais et continuent leurs dégâts. Suite à son expérience sur l'atoll de Bikini, Lincoln sera hospitalisé à plus d'une reprise. Sa santé est fragile et les irradiations ont touché toute sa descendance. Ma fille a été conçue quelque temps après mon retour de Bikini. Eh bien, toute son adolescence, elle a souffert de problèmes avec son système endocrinien. Et on a dû lui retirer la moitié du pancréas à l'âge de 20 ans en raison d'une tumeur. Elle est morte d'une tumeur cérébrale maligne à l'âge de 46 ans. Elle a aussi eu une fille qui est née avec un pied difforme. Mon fils cadet, lui, a la maladie d'Addison. Et l'un de mes fils aînés est bipolaire. Ça ne vous paraît pas beaucoup pour une seule famille? De son côté, la CIA ne reste pas les bras croisés. Sous couvert de la guerre froide, elle s'en prend à des villes entières. En 1950, un bateau de guerre déverse à coups d'aérosol une maladie nosocomiale sur la baie de San Francisco.
11 personnes seront hospitalisées, dont une décédera de pneumonie. Il ne s'agit pas de fiction. Toutes ces expériences ont été révélées par des documents aujourd'hui déclassifiés. La CIA veut aller plus loin encore. Ce qui l'intéresse, c'est la manipulation mentale. Elle veut lancer des études à grande échelle. Mais pour cela, il faut de l'argent. En 1951, la guerre de Corée va servir d'excuse idéale. On accuse les Coréens et ses alliés chinois d'avoir réussi à retourner des prisonniers de guerre américains grâce à des techniques de lavage de cerveau éprouvées. Il faut donc rattraper le retard. La CIA obtient ses crédits et lance les projets Artichoke, Bluebird. Puis en avril 1953, MK Ultra. À la tête du programme, Sidney Gottlieb. C'est l'homme de la situation. Il est psychiatre, mais aussi spécialiste des armes chimiques. On le surnommera le sorcier noir. Du début des années 1950 jusqu'au début des années 1970, le gouvernement fédéral, à travers l'armée de terre, de l'air, de la marine et de la CIA, a réalisé toute une batterie d'expérimentations. Ça impliquait de donner du LSD à des citoyens qui ne savaient pas qu'ils en prenaient, mettre des gens dans des chambres capitonnées sans aucun repère, des expériences sur l'hypnose, les irradiations, les armes biologiques et chimiques. La machine à broyer est en marche. La CIA et l'armée sont tellement aveuglées par leur objectif qu'elles iront jusqu'à propulser des bactéries cachées dans des ampoules électriques au cœur de New York, dans le métro, en 1966. On veut calculer la vitesse de propagation en cas de guerre virale. Ici encore, il ne s'agit pas de fiction. Les documents sur cette expérience ont été déclassifiés. Ces mêmes documents révèlent aussi que la CIA cherchait à fabriquer des espions programmables à distance. Dans les documents de la CIA, on retrouve toutes ces expérimentations qui visent à créer ces super espions. Ça consiste à créer une nouvelle personnalité sur un cobaye et de lui donner une mission comme tuer quelqu'un, voler des documents ou infiltrer des réseaux. Et quand la mission est terminée, on le reprogramme et le sujet ne se souvient plus de rien. L'agence américaine s'intéresse particulièrement au LSD. Dans les années 50, cette drogue n'est pas illégale. La CIA recrute d'ailleurs des volontaires prêts à se faire des tripes aux frais des services secrets. Certains vont défrayer la chronique, comme Ken Kesey. C'est un auteur à succès qui pense que les drogues permettent de stimuler la créativité. Il teste donc le LSD dans le cadre d'expérimentations officielles. Il sortira de cette expérience en état second. Pour la petite histoire, il se met alors à la rédaction d'un best-seller qui deviendra un film culte. Vol au-dessus d'un nid de coucou. Grâce à l'appui involontaire des artistes et des hippies, les scientifiques américains n'ont pas trop de mal à faire accepter leurs expérimentations sur le LSD. D'ailleurs, la CIA estime que c'est tellement inoffensif qu'elle le teste sur ses propres agents, à leur insu. Le retour de bâton sera sévère. Certains en deviendront paranoïaques, comme l'un de leurs biochimistes, Frank Olson. Il en mourra en 1953, défenestré du 11e étage d'un hôtel new-yorkais. Même déconvenu en 1955 à San Francisco. La CIA y embauche George White, une grande gueule de la police antidrogue, afin qu'il monte 2 maisons de passe. Les prostituées versent discrètement des doses de LSD dans le verre des clients. Derrière une vitre sans teint, la CIA observe leurs réactions. Certains paniquent, deviennent fous. L'un d'entre eux commettra un braquage en état second et partira en prison. Si vous prenez ça de façon volontaire, que vous vous dites que ça va être agréable et que vous êtes entouré, ça se passe plutôt bien. Mais si vous êtes incarcéré dans une prison ou en interrogatoire et que vous commencez à halluciner sans savoir que vous êtes